Une fièvre typhoïde. Anton Tchekhov. Dans le train-poste de Pétersbourg à Moscou se trouvait dans le compartiment des fumeurs un jeune lieutenant, Klimov. En face de lui était assis un homme d'un certain âge, rasé, l'air d'un capitaine au long cours, un Finnois aisé ou un Suédois, selon toute apparence, qui ne cessait de sucer sa pipe et de répéter pour unique refrain: « Ah, vous êtes officier? J'ai aussi un frère officier. Seulement, il est marin. Il est marin et sert à Kronstadt. Et pourquoi allez-vous à Moscou? J'y suis en garnison. Ah, et vous êtes marié? Non, je vis avec ma tante et ma sœur. Mon frère aussi est officier. Marin, mais il est marié. Il a une femme et 3 enfants. Oui? Le Finnois s'étonnait de tout, souriait d'une façon idiote et large, exclamait ses « Ah !» et toujours tirait sur sa pipe puante. Klimov, souffrant, avait peine à répondre à ces questions, et le haïssait de toute son âme. Il songeait combien il serait agréable de lui arracher sa pipe rauque, de la lancer sous la banquette et de pousser dans quelque autre wagon le Finnois lui-même. Sales gens ces Finnois! Et ces Grecs, pensait-il. Tout à fait inutiles, bons à rien, sales peuple! Ils occupent seulement de la place sur la terre. À quoi riment-ils? Et de penser aux Finnois et aux Grecs, une sorte de nausée lui remontait tout le corps. Par contraste, il voulut songer aux Français et aux Italiens, mais l'évocation de ces peuples n'amena en lui, Dieu sait pourquoi, que des souvenirs d'orgues de barbarie, de femmes nues et de chromos étrangers, pareils à ceux qui, dans la chambre de sa tante, pendaient au mur, sur la commode. Vraiment, l'officier ne se sentait pas dans son état normal. Ses bras et ses jambes ne lui semblaient pas pouvoir loger sur la banquette, qu'il occupait cependant tout entière. Sa bouche était sèche et pâteuse. Un lourd brouillard pesait sur sa tête. Ses pensées vagabondaient, lui semblait-il, non seulement dans sa tête, mais même hors de son crâne, entre les banquettes et les jambes plongées dans l'obscurité de la nuit. Dans son malaise, il entendait comme en songe le marmottement des voix, le bruit des roues, le claquement des portes. Les coups de cloche qui appellent les voyageurs, le sifflet du chef de train, la hâte du public sur les quais retentissaient plus fiévreux que de coutume. Le temps coulait rapide, insensible, et il paraissait à Klimov que le train s'arrêtait à chaque minute, à une station, et que sur le quai, des voix métalliques criaient « La poste est-elle prête? Prête !» Il lui semblait que 100 fois le chauffeur des wagons entrait et regardait le thermomètre, que l'on rencontrait des trains sans cesse et que l'on passait sous des ponts. Le bruit, les coups de sifflet, le Finnois, la fumée de tabac, tout cela, mêlé à des clignotements menaçants d'images confuses, de la forme et du caractère desquelles l'homme sain ne peut pas se souvenir, donnait à Klimov un insupportable cauchemar. Dans une angoisse horrible, il soulevait sa tête lourde, regardait la lampe dans les raies de laquelle tournaient des ombres et des taches floues, et il voulait demander de l'eau. Mais sa langue sèche pouvait à peine bouger et ne parvenait qu'à peine à répondre aux questions du Finnois. Le lieutenant s'efforçait de s'étendre plus commodément et de s'endormir. Mais impossible. Le Finnois, qui s'assoupissait par instants, se réveillait tout à coup, rallumait sa pipe, se tournait vers Klimov, reprenait ses « Ah !» puis il se rendormait de nouveau. Le lieutenant n'arrivait pas à ranger ses jambes sur la banquette, et toujours des images effrayantes passaient devant ses yeux. À Spirovo, il descendit pour boire de l'eau. Il vit combien il y avait de gens à table, et comme ils se pressaient pour manger. « Comment peuvent-ils manger ?» pensa-t-il, s'efforçant de ne pas sentir l'odeur des viandes rôties et de ne pas voir les bouches mâchantes. Ces deux choses lui semblaient répugnantes jusqu'à la nausée. Une belle dame conversait à voix haute avec un militaire à casquette rouge. Souriante, elle montrait de magnifiques dents blanches. Son sourire, ses dents et la dame elle-même firent à Klimov une impression de répulsion aussi forte que l'odeur du jambon fumé et des côtelettes rôties. Il ne pouvait comprendre comment le militaire à casquette rouge ne souffrait pas d'être assis auprès de la dame et de regarder son visage souriant et sain. Quand, après avoir bu de l'eau, il revint dans son wagon, le Finnois y était toujours, et fumait. Sa pipe grinçait et geignait comme des caoutchoucs percés un jour de pluie. « Ah !» fit-il avec son air étonné. « Quelle est cette station ?»« Je ne sais pas, » répondit Klimov, se couchant et pinçant la bouche pour ne pas respirer l'âcre odeur du tabac. « Et quand serons-nous à Tver ?»« Je ne sais pas. Excusez-moi, je ne peux pas répondre. Je suis malade. J'ai pris froid aujourd'hui. » Le Finnois cogna sa pipe au châssis de la portière et se mit à parler de son frère le marin.
Klimov ne l'entendait déjà plus, et songeait, en souffrant, à son lit doux, confortable, à une carafe d'eau glacée, à sa sœur Katia qui savait si bien vous bercer, vous endormir et vous servir de l'eau gentiment. Il sourit même à l'idée subite de son ordonnance Pavel, lui enlevant ses bottes lourdes et opprimantes et plaçant de l'eau sur sa table de nuit. Il lui semblait qu'il lui suffirait d'être couché dans son lit et de boire de l'eau pour que tout son malaise cédât à un sommeil réparateur et profond. « La poste est-elle prête » demanda au loin une voix sourde. « Prête » répondit une voix de basse, tout auprès de la portière. C'était déjà la deuxième ou la troisième station après Spirovo. Le temps coulait rapide, par sauts, et il semblait à Klimov que les appels, les sifflets, les arrêts ne cesseraient jamais. De désespoir, il s'enfouit le visage dans l'angle du divan, se prit la tête entre les mains et recommença à penser à sa sœur Katia et à son ordonnance Pavel. Mais sa sœur et Pavel se fondirent dans des images nuageuses, tournèrent et disparurent. Son haleine brûlante, répercutée par le dossier de la banquette, chauffait le visage de Klimov. Ses jambes gisaient mal à l'aise, du froid lui soufflait dans le dos. Mais tant qu'il souffrit de tout cela, il ne pouvait se décider à bouger. Une invincible torpeur, comme celle qui vous accable dans un cauchemar, l'envahissait peu à peu et lui liait les membres. Quand il décida de lever la tête, dans le wagon, il faisait déjà jour. Les voyageurs mettaient leurs pelisses et se mouvaient. Le train était arrêté. Les porteurs de bagages, avec leurs tabliers blancs et leurs plaques, s'empressaient auprès des voyageurs et prenaient leurs paquets. Klimov mit son manteau et, machinalement, suivant les autres voyageurs, il descendit de wagon. Il ne lui semblait plus qu'il marchât lui-même, mais qu'à sa place, quelqu'un d'autre, un étranger, marchait. Et il avait l'impression qu'avec lui était sorti du wagon sa fièvre, sa soif et ces images effroyables qui, toute la nuit, l'avaient empêché de dormir. Machinalement, il prit son bagage et appela son cocher. L'izvotchik lui demanda 1 rouble et quart pour le mener rue Povarskaya. Klimov ne marchanda pas du tout et, sans contredire, docile, il s'assit dans le traîneau. Il comprenait encore la différence des chiffres, mais l'argent n'avait déjà plus pour lui aucune valeur. Chez lui, la tante et la sœur de Klimov, jeune fille de 18 ans, vinrent à sa rencontre. Katia tenait un cahier et un crayon, et il se souvint qu'elle préparait un examen d'institutrice. Sans répondre aux questions et aux compliments, étouffant de chaleur, il se mit à parcourir sans but toutes les chambres, et, arrivé auprès de son lit, il s'affaissa sur l'oreiller. Le Finnois, la casquette rouge, la dame aux dents blanches, l'odeur des viandes rôties, des taches clignotantes emplissaient son esprit. Il ne savait déjà plus où il était et n'entendait plus les voix alarmées des siens autour de lui. Revenant à soi, il se vit au lit, déshabillé. Il vit une carafe d'eau et Pavel à côté de lui. Mais pour cela, Klimov n'était pas affraîchi, plus au doux ou plus à l'aise. Il ne pouvait, comme devant, ranger ses bras et ses jambes. Sa langue collait à son palais et il entendait geindre la pipe du Finnois. Auprès de son lit, heurtant l'ordonnance de son large dos, se démenait un médecin replet, à barbe noire. « Ce n'est rien, jeune homme, » marmottait le docteur. « Parfaitement, parfaitement. Et long. » Le docteur appelait Klimov jeune homme. Au lieu de dire « allons », il disait « et long », et au lieu de dire « oui », disait « oui ». « Oui, » flûtait-il. « Et long. Parfaitement, jeune homme. Il ne faut pas perdre courage. » L'élocution rapide et négligente du docteur, sa grosse face et son protecteur jeune homme agacèrent Klimov. « Pourquoi m'appelez-vous jeune homme » gémit-il. « Qu'est-ce que cette familiarité-là ? Au diable !» Mais il s'effraya de sa propre voix. Elle était si sèche, faible et sifflante qu'il était impossible de la reconnaître. « Parfaitement, marmotta le docteur sans s'offenser le moins du monde. « Il ne faut pas se fâcher. Oui. » Le temps à la maison coulait aussi étonnamment vite que dans le wagon. La lumière du jour, dans la chambre à coucher, ne faisait que succéder au crépuscule. Il semblait à Klimov que le docteur ne quittait pas son lit d'une semelle. Continuellement, il entendait ces « oui ». À travers la chambre, c'était comme un défilé ininterrompu de visages. Il y avait Pavel, le Finnois, le capitaine en second Yaroshevitch, le sergent-major Maximenko, le militaire à casquette rouge, la dame aux dents blanches, le docteur. Tous parlaient, gesticulaient, fumaient, mangeaient. Une fois même, en plein jour, Klimov vit auprès de son lit l'aumônier de son régiment, le père Alexandre, revêtu de l'étole et le rituel aux mains. Il marmonnait quelque chose avec un sérieux que Klimov ne lui avait jamais vu. Le lieutenant se souvint que le père Alexandre, par manière affectueuse, appelait liac tous les officiers catholiques, et, voulant le dérider,
Il lui cria « Père, tu sais qu'au moment de l'insurrection, le liaque Yarochevitch a pris le bois. » Mais le père Alexandre, homme rieur et gai, loin de rire, devint encore plus sérieux et fit le signe de la croix sur Klimov. La nuit, à tour de rôle, sans bruit, allaient et venaient dans la chambre deux ombres. C'étaient la tante et la sœur de Klimov. La sœur s'agenouillait et priait. Elle saluait l'image et son ombre sur la muraille saluait aussi, en sorte que deux ombres priaient Dieu. Tout le temps de sa maladie, Klimov fut obsédé de l'odeur des viandes rôties et de la pipe du Finnois. Mais une fois, il sentit une odeur pénétrante d'encens. De dégoût, il se retourna convulsivement dans son lit et se mit à crier « Encens! Emportez l'encens !» Il n'y eut pas de réponse. On entendit seulement comme si quelque part des prêtres chantaient à voix retenue et comme si l'on piétinait dans l'escalier. Quand Klimov reprit conscience, il n'y avait personne dans sa chambre. Le soleil matinal brillait dans la fenêtre à travers des rideaux tirés, et une lueur tremblante, fine et gracieuse, aiguë comme de l'acier, jouait sur la carafe. Klimov entendit un bruit de roues, signe qu'il n'y avait plus de neige dans la rue. Il considéra la lueur, les meubles familiers, la porte, et aussitôt se mit à rire. Sa poitrine et son ventre furent secoués d'un rire doux, heureux et comme chatouillé. Une sensation de bonheur infini et de joie animale, pareille à ceux que dut éprouver le premier homme en voyant le monde, envahit tout son être de la tête aux pieds. Klimov désira passionnément voir des gens se mouvoir autour de lui, entendre parler. Son corps gisait, lourd comme une couche, et ses bras seuls remuaient. Mais à peine y donnait-il garde, toute son attention s'absorbait à des bagatelles. Il se réjouissait de ce qu'il existât une carafe, un plafond, de la lumière, des rubans aux rideaux. Le monde de Dieu, même dans un endroit aussi petit qu'une chambre à coucher, lui paraissait varié, magnifique, grandiose. Quand le docteur apparut, le lieutenant pensa « Quelle belle chose la médecine! Quel bon et sympathique docteur! Comme les gens en général sont bons et intéressants !»« Oui, flûta le docteur. « Parfaitement, parfaitement. Maintenant, nous sommes guéris. Élons. » Klimov écoutait et rit joyeusement. Il se souvint du Finnois, de la dame aux dents blanches, du jambon fumé, et il désira manger et fumer. « Docteur, dit-il, ordonnez qu'on me donne une petite croûte de pain de seigle avec du sel et des sardines. » Le docteur s'y opposa. Pavel n'obéit pas aux ordres de son maître et n'alla pas chercher de pain. Le lieutenant se mutina et pleura comme un enfant capricieux. « Pauvre bébé, dit le docteur en riant. Maman, dodo. Klimov se mit aussi à rire, et dès que le docteur fut sorti, il s'endormit profondément. Il se réveilla avec la même joie et le même sentiment de bonheur. Sa tante était assise auprès de son lit. « Ah, ma petite tante !» s'écria-t-il avec joie. « Qu'avais-je donc ? La fièvre typhoïde. Ah, mais maintenant je vais bien, très bien. Où est Katia ? Pas à la maison. Sans doute elle sera sortie pour son examen. » La vieille tante, en disant cela, baissa la tête dans le bas qu'elle tricotait. Ses lèvres tremblèrent, et se détournant tout à coup, elle fondit en larmes. Dominée par le désespoir, oubliant les recommandations du docteur, elle murmura « Ah, Katia ! Elle n'est plus notre ange. Elle n'est plus. » Elle échappa son bas et se pencha pour le ramasser. Dans le mouvement qu'elle fit, son bonnet tomba. Voyant ses cheveux blanchis et ne comprenant rien à ce qu'elle disait, Klimov prit peur tout à coup au sujet de Katia et demanda « Où est-elle donc ? Ma tante !» La vieille tante, qui ne songeait déjà plus à Klimov, tout à son chagrin, dit « Elle a pris la fièvre typhoïde et elle est morte. On l'a enterrée avant-hier. » Cette nouvelle, si étrange et si inattendue, tomba d'un bloc dans la conscience de Klimov, mais comme si elle n'eût été ni horrible ni étrange, elle ne put abattre la joie animale qui remplissait le lieutenant convalescent. Il pleura, sourit, et vite se mit à se plaindre qu'on ne lui donnait pas à manger. Au bout d'une semaine seulement, quand déjà, en robe de chambre, soutenu par Pavel, il s'approcha de la fenêtre pour regarder le ciel trouble et printanier, tandis que s'entendait le bruit désagréable d'un chargement de vieux rails qui passait, son cœur se serra de douleur, et il se mit à pleurer, le front appuyé au cadre de la fenêtre. « Que je suis malheureux !» murmura-t-il. « Mon Dieu, que je suis malheureux !» Et sa joie céda la place à la tristesse de chaque jour, et au sentiment d'une perte irréparable.